Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. À la une de l'actualité, Bassirou Diomaye Faye, candidat des Patriotes pour le parrainage citoyen. Une décision prise pour contrecarrer les subterfuges judiciaires du régime en place tendant à empêcher le parrainage d'Ousmane Sonko. Selon Amadou Ba, militant de l'ex-Pastef, qui affirme toutefois qu'Ousmane Sonko demeure la priorité absolue. À Matam, la lumière autour de la disparition du jeune rappeur Baba Kana, réclamé par ses frères de parti. Face à la presse, les militants de l'ex-parti PASTEF interpellent les autorités sur les circonstances de sa mort tragique, une mort qui alimente toujours la polémique 5 mois après le décès du jeune artiste. Jerry Biran réclame de meilleures conditions d'existence sans eau ni électricité. Ce village du département de Linguère est dans un état de précarité totale. Le seul centre de santé qui s'y trouve ne dispose ni de lits, encore moins de médicaments. Une situation asphyxiante pour ces populations qui lancent un cri de cœur dans ce journal. La première édition du Salon international du livre de jeunesse et pour enfants a connu un franc succès. L'initiative signée Baobab Édition vise à développer le goût de la lecture chez les jeunes et les enfants, mais aussi à faciliter l'accès du livre au plus grand nombre. Enfin, sport, retour sur la rencontre entre le Sénégal et le Soudan du Sud dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, un match certes remporté par les Lions, mais loin de refléter le potentiel de l'équipe selon les experts. Les commentaires du coach Aliou Cissé en fin de journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre. Bassirou Diomaye Faye, désigné, qui va bénéficier plutôt de lancement de parrainage donc de la part des Patriotes. C'est une annonce donc qui a été faite par le militant et cadre du PASTEF Amadou Ba. Donc l'annonce dès ce lundi du lancement des parrainages en faveur de Bassirou Diomaye Faye, numéro 2 de l'ancien parti PASTEF, une posture prise par les Patriotes pour contrecarrer ce qu'ils considèrent comme étant des subterfuges judiciaires du régime tendant à empêcher le parrainage d'Ousmane Sonko. C'est donc ce que nous apprend Amadou Ba, militant et cadre de l'ex-PASTEF, qui précise toutefois qu'Ousmane Sonko, en attente de la validation de sa candidature, demeure la priorité absolue des Patriotes. Bassirou Diomaye Faye, je le rappelle, est en prison. La chambre d'accusation de la Cour d'appel qui a statué sur sa requête de liberté provisoire la lui a refusée. Bassirou Diomaye Faye avait été arrêté par la DIC et mis sous mandat de dépôt le 18 avril 2023 pour acte de nature à compromettre la paix publique, outrage à magistrat et diffamation à l'encontre d'un corps constitué. Voilà, nous mettons le cap sur Matam, sur place. La mort de Baba Kana, jeune rappeur de la région, continue d'alimenter les rumeurs. 5 mois après sa disparition, ses camarades de parti exigent la lumière autour de cette affaire et veulent des autorités l'élucidation des circonstances de son décès. Le point, c'est avec Ali Bandalian. Justice pour Baba Kana, c'est ce qu'exigent les jeunes de l'ex-Pastef de Matam. Mort au mois de juin lors des manifestations des partisans d'Ousmane Sonko à Dakar, les jeunes de Matam peinent à digérer la disparition de celui qui était jusque-là l'un des plus populaires rappeurs du Fouta. En conférence de presse à Ourossogui, les jeunes de l'ex-Pastef interpellent les autorités de la République pour que toute la lumière soit faite. Suñu frère bi nga xamanteni dañ ko rayon ci mois de juin muy notre frère Baba Kana mu ngi dëkk Boynaji. C'est un rapport bi nga xamanteni dafa yoron labelam di produire ay xalé. Nous l'oublierons jamais. Ils l'ont tué. C'est un innocent qui ne manifestait pas. Baba Kana, c'était un artiste, c'était un rappeur. On l'a tué bêtement comme ça. On ne peut pas oublier Baba Kana. Nous exigeons à ce que toute la lumière soit faite sur cette mort, cet assassinat. Nous, les jeunes de Matam, la seule chose que nous exigeons, c'est que les auteurs de cette barbarie soient poursuivis par la justice. Et nous sommes convaincus qu'un jour, ils paieront, ils répondront de leurs actes, même si c'est après leur
régime du président Macky Sall. Le régime qui viendra, nous exigerons de lui à ce que toute la lumière soit faite. Baba Kana était un chef d'entreprise. Combien de jeunes rappeurs du Fouta il était en train d'encadrer? Aujourd'hui, ces gens se sont retrouvés orphelins. Il y en a qui ont même pris les pirogues pour aller à l'aventure. Ce n'est pas normal. Nous exigeons réparation. Baba Kana, c'est notre frère. Justice, day def liggéeyam par force. Bu ko deful ci régime assassin bii nii régime bii ñëw dinañ xeex incha allah ba justice def liggéey. ndaw parti Pastef ba woon di yégal ab manifestation bu mag bi ñu nam amal ci Boynaji ngir jàppale njabootu Baba Kana mi génn àdduna te nag mu di ab rassemblement. Les travailleurs de Dakarnave dans la tourmente, les négociations pour la révision des accords portant sur leurs conditions de travail sont dans l'impasse. En rencontre à Saly, ces travailleurs annoncent des mouvements d'humeur pour alerter l'opinion publique, mais aussi et surtout pousser leur direction et l'État du Sénégal à se pencher sur leurs revendications. Abbas Fall est le secrétaire général de Satnav. Il s'exprime au micro de Naïmati Dian et Mamadou Gueye. Dakarnave est dans l'impasse, disent en chœur les délégués du personnel. La révision de l'accord d'établissement tant voulu est bloquée par la direction. La direction nous répond que tant qu'elle n'a pas la garantie de l'État du Sénégal sur la reconduction du contrat de concession, elle ne peut rien faire. Et là, cela nous mène dans l'impasse. Et nous savons que les travailleurs de Dakarnave vivent dans des conditions vraiment difficiles. Et c'est seulement cette révision de l'accord d'établissement qui pourra nous permettre de voir le bout du tunnel et qu'on est inquiet par rapport à notre avenir. Ces travailleurs disent avoir constaté une négligence de l'État à leur égard. Et que l'État du Sénégal aussi ne nous a pas apporté de l'aide par rapport à cela, parce que nous avions eu le ministère de la Pêche et de l'économie maritime qui nous avait reçus à la CIRN, et nous avait promis que nous allons faire des rencontres trimestrielles pour discuter de la question. Mais depuis lors, rien n'a été fait. Et que les travailleurs se sentent un peu abandonnés par l'État du Sénégal. Il prévoit l'élaboration d'un plan d'action et n'exclut pas des manifestations pacifiques. Nous allons utiliser tous les voies et moyens, en tout cas, pour nous faire entendre. Et nous n'allons pas nous laisser faire pour perdre nos emplois dans des conditions qui ne sont pas vraiment dans les règles de l'art. Si rien n'est fait, c'est des milliers de familles qui risquent de pâtir. Dakarnave, à travers son responsable des ressources humaines, Serigne Sok, réitère sa volonté de poursuivre les négociations d'ici juin 2024, date à laquelle doivent prendre fin leurs contrats. À Rufisque, les artisans en veulent aux responsables du programme d'encadrement du secteur de l'artisanat, un programme financé par la Banque mondiale dont ils disent n'avoir aucune visibilité sur sa gestion. Jean-Marie Ndour est le porte-parole de ces artisans qui menacent de marcher pour se faire entendre. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Nous félicitons le projet déjà que la Banque mondiale a lancé à l'égard des artisans pendant le Covid-19. Ce projet a été financé par la Banque mondiale, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les artisans de Rufisque ont un sérieux problème avec le projet. Depuis le lancement, Rufisque département à la petite part de ce projet, chose qui est inadmissible et inacceptable. Nous avons reçu un tiers des matériels, chose inacceptable aussi, chose pour laquelle nous sommes là. On ne va pas rester là. Le combat va continuer parce que cette fois-ci, nous avons un ultimatum de 15 jours. S'il n'y a pas réaction vis-à-vis de l'État du Sénégal, à notre égard, on va descendre sur les rues de Rufisque et on va marcher. Encore une fois, nous vous demandons gentiment à l'État du Sénégal, aux gens qui portent le projet déjà, de nous remettre notre matériel.
Et puis en prélude aux élections de représentativité syndicale prévues le mois prochain, la FGTS passe en revue le travail des centrales syndicales. Mballo Dia Thiam et ses camarades se disent insatisfaits des actions menées ces 5 dernières années par les représentants des travailleurs. Selon lui, les intérêts des travailleurs ne sont pas assez pris en charge par ceux qui sont censés les défendre et les représenter. En tournée à Diourbel pour rencontrer ses camarades affiliés à la FGTSB. Mballo Dia Thiam nous en dit plus au micro de Babacar Diouf. Oui, la délégation de la FGTSB que j'ai eu l'honneur de conduire ici et entre dans le cadre d'une tournée nationale de prise de contact et aussi de mobilisation des camarades. Parce que la perspective, c'est les élections de représentativité des centrales syndicales. Ces élections auront lieu le 12 décembre 2023. Donc à cet effet, nous avons, c'est une obligation même, de venir visiter les camarades, pour certains leur rappeler le sens de ces élections et surtout leur importance. Parce qu'il s'agit d'être parmi les centrales syndicales les plus représentatives afin de pouvoir dialoguer directement avec Monsieur le Premier ministre ou Monsieur le Président de la République, parce que c'est une association faîtière, comme on le dit, parce que les sectoriels ne parlent qu'avec leur tutelle, alors que les organisations faîtières, à savoir les centrales syndicales, communiquent surtout sur des questions transversales avec la plus haute autorité. Et si on n'a pas 10%, on ne sera pas à cette table. Et nous avons vu aussi, dans le passé, même dans un passé récent, que même pendant les 5 dernières années, nous n'avions pas senti les centrales syndicales auxquelles nous étions affiliés. Et ça pose problème parce que nous avons vu que les luttes sectorielles ont été nombreuses, ce qui a valu la plateforme telle que Andegusem ou G7, G20, etc. Parce que quand les sectoriels arrivent à s'organiser, c'est parce que les faîtières n'ont pas fait ce qu'elles devaient faire. Et de ce point de vue, nous avons cette obligation donc de faire mieux que ces faîtières-là. Dans le département de Linguère, plus précisément dans la commune de Tchamen Pass, le village de Djeni Biram dans le dénuement total. Sur place, pas d'eau, pas d'électricité. Le seul centre de santé qui dispense des soins aux populations ne dispose ni de lits, encore moins de médicaments. Ces conditions de vie précaires ont poussé les riverains à briser le silence, compte rendu de leur point de presse avec Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. À Djeni Biram, village situé dans la commune de Tchamen Pass, les populations ont bu le calice jusqu'à la lie. L'unique forage tombé en panne a causé une pénurie d'eau. Pour avoir le liquide précieux, les habitants parcourent 7 km à bord de charrettes. Les populations ont exprimé leur ras-le-bol. Nous n'avons pas les moyens de construire un forage ou doter le village en électricité. Depuis 2 mois, nous parcourons 7 km quotidiennement à bord de charrettes. Le moteur du forage est tombé en panne. Nous voulons que les autorités nous aident pour que le village puisse disposer d'un nouveau forage et qu'il soit raccordé en électricité. À Djeni Biram, l'obscurité a installé l'insécurité avec le vol répétitif de bétail. Il y a une insécurité totale dans le village. Le vol de bétail, on le rencontre toujours. Même hier, on avait volé ici des chèvres. 18 chèvres ont été volées dans le village. C'est à cause de l'obscurité. Donc nous dénonçons ça. Donc nous lançons un appel au chef de l'État. Nous lançons un appel aux autorités. L'unique case de santé de la localité souffre d'un manque de salles d'hospitalisation. Ici, les patients sont hospitalisés sur des nattes. L'infirmière utilise même la lampe torche de son téléphone portable pour soigner les patients. Pour hospitaliser les malades, vous avez vu, je n'ai que 2 lits. Quand j'ai beaucoup de malades, je suis obligée de prendre une natte et d'y mettre les uns, les autres sur les 2 lits. Quand j'ai un accouchement aussi, j'utilise mon téléphone ou bien une torche. J'exhorte les autorités à nous aider en amenant de l'électricité et de l'eau. Ici, les conditions de travail sont très difficiles. Très en colère contre certaines autorités, les habitants ont interpellé le président de la République pour satisfaire leurs doléances.
Kolda à présent, Kolda, une des régions pourvoyeuses de candidats à l'immigration incertaine pour inciter les jeunes à rester dans le terroir. La ville de Kolda a accueilli des activités d'un forum consacré à l'entrepreneuriat, une occasion de présenter aux jeunes Koldois des opportunités locales qu'ils peuvent exploiter sur place et qui peuvent les amener à améliorer leurs conditions de vie. Le reportage est signé Abdoulaye Diallo. Dans le cadre de la lutte contre le chômage et l'immigration irrégulière et la création de valeur ajoutée, la ville de Kolda a accueilli les activités de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Une occasion de montrer aux jeunes des entrepreneurs locaux qui sont devenus des modèles de réussite. Au niveau régional, ici à Kolda, c'est grâce à la collaboration entre Sorange et Bella Solidaire, que nous remercions au passage, que nous organisons la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Mais c'est aussi pour célébrer des individus exceptionnels qui ont consacré ces 4 derniers mois, temps et énergie pour affiner leurs compétences, développer leurs idées et surtout pour investir dans leur avenir grâce à l'accompagnement de Sorange dans le cadre du programme USAID Entrepreneuriat et Investissement. Puisqu'aujourd'hui, nous traversons de graves moments, là où nous voyons une jeunesse qui est en train, disons, en grande masse de prendre des pirogues, des comportements suicidaires que personne ne comprend. Et pourtant, ici à Kolda, c'est un paradis. Pourtant, ici à Kolda, nous pouvons travailler. L'exemple patent de notre parrain qui est là, Bouba Konta, né à Kolda, grandi à Kolda et qui est en train de faire des merveilles à Kolda. Des expositions, la vente des produits locaux, la tenue d'un panel et des sessions de formation sont entre autres activités qui ont figuré dans le menu de la dite Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Une démarche qui cadre parfaitement avec les objectifs du plan Sénégal émergent dans le cadre du partenariat public-privé. Mais aussi ce qui a été fait nous montre nettement qu'il est possible de rester à Kolda et de travailler à Kolda et d'être vraiment épanoui à Kolda. Et c'est ce que nous voulons inculquer aux jeunes, qu'il n'y a pas d'autre alternative que de rester travailler. La seule solution c'est de rester travailler. Nous tamit dinañ mëna won jeunesse yi que fi dëkk fi tek fi lu mëna nek la parce que nous aujourd'hui li ñu mënta def Ideal Business Center bi société bi nga mom la jité ay xalé yu jigéen Koldoise rek ñoo fa fess ya ay jeunes Koldois ñoo fa nek société la bo xamné tay ya 70 personnes yi nga xamné ñoo fay liggé té ñom ñëpp wa Kolda lañ. La dite manifestation a enregistré une bonne participation de la jeunesse koldoise. Les conséquences des migrations irrégulières, du chômage chez les jeunes et de la pauvreté dans les foyers passées en revue par le leader du mouvement Sénégal en mouvement vers le développement. Serigne Gueye Diop dit vouloir changer la situation pour redonner de l'espoir aux Sénégalais, en particulier aux jeunes. Le maire de Sandiara et candidat à la présidentielle de 2024 prône la révolution industrielle et la révolution agricole et l'agrobusiness pour développer le Sénégal. Dr Serigne Gueye Diop était dans la capitale du Niambour pour la collecte de parrainage. Nous l'écoutons au micro de Thierno Fall. Je viens à Louga pour apporter un message d'espoir aux jeunes qui aujourd'hui s'engouffrent par milliers dans des pirogues pour aller en Espagne, pour aller en France, dont la moitié finit malheureusement dans le ventre de la Méditerranée. Je viens à Louga pour donner de l'espoir pour le futur. L'espoir de trouver du travail d'abord à travers des zones industrielles, l'espoir de trouver du travail à travers les zones agricoles que je veux créer. Je veux construire un Sénégal de l'espoir, je veux construire un Sénégal industrialisé. Ce que nous avons fait à Sandiara pour créer 5000 emplois, c'est exactement ce que je vais faire à Louga. Je veux faire en sorte qu'il y ait des usines partout dans le département de Louga. Je veux faire en sorte qu'il y ait de l'emploi partout, autour de Kébémer, autour de Linguère, mais autour également de Louga. C'est très difficile d'industrialiser un pays, mais c'est possible de l'industrialiser. Le Sénégal que je veux construire, qui est un Sénégal du gaz et du pétrole, doit être un Sénégal inclusif, mais un Sénégal aussi riche. Allez, parlons culture cette fois-ci avec les rideaux qui sont tombés sur la première édition du Salon international du livre de jeunesse et pour enfants de Dakar, dénommé Dakar Livre, qui s'est tenu au Centre culturel régional Blaise Senghor de Dakar.
Pendant 4 jours, des expositions de livres de jeunesse, des panels thématiques, des ateliers d'écriture, d'illustration, de coloriage, des rencontres entre auteurs et lecteurs ont rythmé le programme du Salon Dakar Livre. Cette initiative signée Baobab Édition vise à développer le goût, l'envie et le plaisir de lire chez les jeunes, mais aussi chez les enfants et faciliter l'accès du livre au plus grand nombre. Le compte rendu de ce salon avec Ibou Diouf et Lamine Diagne. Les jeunes ne lisent plus. Cette phrase, répercutée par les médias comme un coup de massue, est cause de désolation chez les éducateurs et professeurs. Un problème qui nécessite cependant une approche plus subtile. À travers le Salon international du livre de jeunesse pour enfants de Dakar, les organisateurs veulent jouer leur partition pour changer la donne. Promouvoir la lecture chez les enfants et les jeunes, c'est de permettre également la promotion des jeunes auteurs qui sont partout au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. C'est un salon qui a accueilli beaucoup d'éditeurs, d'auteurs, de pédagogues, de libraires, de bibliothécaires. L'idée est d'encourager les jeunes à adopter la lecture sous toutes ses formes, surtout avec l'organisation de ces événements qui visent à intégrer la lecture dans leur quotidien. C'est une opportunité pour nous écrivains, qui sommes en même temps des éducateurs, de pouvoir parler aux plus jeunes, aux enfants, et d'impacter positivement leur devenir. Et depuis le début, l'affluence record, 457 enfants et jeunes par jour, dès le début, montre que le besoin était là. Au-delà de son aspect éducatif, le salon vise aussi à insuffler une nouvelle vitalité à l'industrie et à créer un écosystème culturel robuste et un marché du livre tangible. On a répondu positivement à cette initiative parce qu'on trouve que un salon dédié à la jeunesse, c'est une très belle initiative. Donc on est venu pour être présent à cette première édition. C'est une belle initiative et je remercie tous les organisateurs. On est venu pour regarder les livres, pour acheter des livres aussi et pour regarder. Avec ma classe et les autres classes. J'aimerais voir les livres parce que les livres m'aident à m'exprimer. La lecture permet d'améliorer ton français et d'améliorer ta conjugaison. Le Salon international du livre pour enfants et jeunesse se présente comme un événement majeur, promotion de la lecture, dynamisation de l'industrie du livre en Afrique et interaction unique avec des figures influentes de la création littéraire. Une belle initiative, merci Ibou Diouf. Nous passons au sport avec les éliminatoires mondiales 2026. Vous le savez, le Sénégal a réussi son entrée en lice en surclassant le Soudan du Sud sur un score de 4-0. Un score toutefois loin de refléter la physionomie du match dominé de bout en bout par nos Lions. Un match marqué par la célébration de la 100e sélection de Sadio Mané, auteur par ailleurs d'un doublé lors de cette rencontre. Le compte-rendu est signé Chersali Boudjara. Rempli de symbolique, la rencontre à huis clos Sénégal-Soudan du Sud presque une réussite totale au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ce duel de la première journée des éliminatoires du Mondial 2026, coïncidant avec la 100e sélection de Sadio Mané, a été plus une démonstration de force de la part des Lions. L'ouverture du score dès la 53e seconde de jeu, de multiples occasions, 4-0 score final, dont les 39e et 40e buts de Sadio Mané. C'est un rêve de gamin qui se réalise et aussi de faire ma 100e sélection. Je suis très content et j'espère en faire d'autres. Je pense qu'aujourd'hui on ne va pas se focaliser de ça, l'essentiel on l'a fait. Je pense qu'on a gagné avec un écart de 4 buts, je pense que c'est l'essentiel, le reste c'est des détails. Nous on était venus pour prendre les 3 points et l'essentiel a été fait, on a pris les 3 points. Après le reste on va essayer de le corriger avec le coach. Autre symbolique, la jeune garde du milieu de terrain qui continue de gagner du galon. Titulaire, Pape Matar Sarr et Lamine Camara ont inscrit leur premier but en sélection. C'est une fierté de marquer à l'équipe nationale et surtout en équipe. Et voilà, en ce moment, maintenant c'est à moi
de garder les pieds sur terre, c'est ça que rien n'est encore fait, et de continuer à bosser. Et Inch'Allah, pourquoi pas aller très loin. Pape, ça fait quand même depuis un bon bout de temps qu'il est là, depuis quelques temps il s'installe, mais ça coïncide aussi aux performances qu'il fait aussi avec son club Tottenham. Donc forcément, il prend un peu plus d'envergure. Physiquement, il est en train de s'étoffer. C'est un garçon qui a énormément de qualité. Lamine Camara, c'est la même chose aussi. C'est un garçon qui est pétri de talent. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on a voulu le mettre. On l'a vu. Il est capable de faire de très bonnes choses. Il a marqué un but. On les encourage à continuer à avoir surtout la tête sur les épaules, ne pas s'enflammer, parce que le football, ça va très vite. Aujourd'hui, ils sont là. Tout se passe bien pour eux. Ce n'est pas pour autant qu'ils doivent s'enflammer. Mais garder vraiment la tête sur les épaules et continuer à travailler. Seule fausse note de la soirée, un certain manque d'efficacité. Toutefois, les Lions sont confiants pour la suite. Là, on va bien se reposer pour bien entamer le match de mardi et pour gagner aussi. C'est bien de faire les 6 points et retourner dans le club. Si possible, gagner tous les matchs et après on verra ce qui va se passer. On sait qu'il y aura d'autres matchs qui vont être très compliqués, mais c'est tout à fait normal. Tous les matchs vont être cruciaux. Donc on va au Togo avec des ambitions, même si on sait que c'est dur. Ils vont se battre, mais il va falloir faire le travail et prendre les 3 points. Le Sénégal va rencontrer le Togo à Lomé ce mardi, lors de la 2e journée des éliminatoires du Mondial 2026, groupe B. Un duel entre 2 sélections victorieuses qui à coup sûr sera plus disputé. Et on reste avec cette rencontre penalty non sifflé, hors-jeu sifflé mais inexistant. Les erreurs d'arbitrage ont émaillé la rencontre Sénégal-Soudan du Sud remportée par les Lions 4-0. Des faits que regrette le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, qu'il ne manque pas de demander à la CAF de travailler à mettre à niveau les arbitres africains. Je vous propose de l'écouter. Sur ce match-là aujourd'hui, à mon avis, il doit avoir carton rouge. Et sur le but de Habib, je ne suis pas sûr qu'il est hors-jeu. Il faut que je regarde les images. Ce que je peux dire seulement, je le dis, je le répète encore, le football africain est en train de se développer. Les joueurs sont en train de se développer. Nos États aujourd'hui sont en train de mettre en place les infrastructures adéquates pour que ce football africain continue à se développer. C'est un processus aussi au niveau des arbitres. Pour moi, les arbitres, on doit les aider aussi, on doit les accompagner. Pour moi, les arbitres sont seuls. Donc, il est important que CAF continue à accompagner ces arbitres. Et on ne peut pas jouer au football sans arbitres. Les arbitres font partie de nous, nous, on fait partie d'eux. Donc, nous devons, à un moment donné, les aider, les mettre dans des meilleures conditions. Aujourd'hui, quel est le statut de l'arbitre ? On peut se la poser aujourd'hui sur le continent africain. Il y a combien d'arbitres aujourd'hui qui sont cooptés, qui sont payés, qui sont rémunérés. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est tout ce travail-là que la CAF doit regarder encore en profondeur. Et après le coach Aliou Cissé, la parole à Abdoulahad Diallo, connu, vous le savez, en équipe nationale pour jouer défenseur central ou latéral. Il a joué milieu de terrain face au Soudan, un poste toutefois pas inconnu pour lui qui dit toujours prêt à jouer sa partition. Nous l'écoutons. Honnêtement, je ne me pose pas trop de questions. En sélection, je viens, je fais le boulot, je suis au service de l'équipe. Après, numéro 6, je le connais, j'ai commencé ma carrière en numéro 6. Donc c'est pas la première fois et puis voilà, on fait le boulot, tout simplement. Et nous croisons nos doigts pour l'équipe nationale qui, vous le savez, se déplace à Lomé. Ce sera ce mardi pour jouer contre l'équipe du Togo. Merci à vous d'avoir suivi ce journal qui est à présent terminé. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média et bon début de semaine à toutes et à tous.